Bonjour à tous. Alors hier ça me faisait plaisir quand même d'avoir enfin un UFC qu'on puisse regarder sans faire de nuit blanche, ou en tout cas au moins perturber son sommeil excessivement. Après on ne peut pas dire que ce soit la carte la plus excitante qu'on ait eue, ça n'a pas été incroyable non plus. Et donc sur la main card on a Ozdemir par KO au premier round, Shara Magomedov par KO au troisième round, Kelvin par décision unanime, Volkov par décision unanime, et Whittaker par KO au premier rang. Je ne vais pas cacher que ça fait quand même toujours plaisir de voir que j'ai eu raison autant pour Whittaker que pour Volkov. Même si le seul petit truc qui m'a légèrement surpris, c'est quand même que Aliskerov soit fini si vite. Je pensais qu'il durerait un poil plus longtemps quand même. En passant à ce que vont devenir tous ces combattants qui ont participé à la Fight Night, il y a certains combattants là, sur cette carte principale, leur futur à l'UFC, il n'est pas très reluisant. Et donc je vais commencer avec celui qui a absolument tout ce qu'il faut pour être dans les meilleurs, mais qui décidément n'a aucun fight IQ et qui n'arrive vraiment pas à avoir de jab, à avoir de cross correct, qui serait dévastateur avec son allonge. C'est évidemment Johnny Walker, qui finit toujours par nous tirer des gueules improbables qui sortent de cartoon. Et donc voilà, Walker, la stratégie est quand même très simple contre lui. Il suffit de le feinter un peu, de le faire passer sur l'offensive pour qu'il frappe le vide et lui mettre la pression, tout en faisant quand même attention à ses coups de genoux, qui sont sûrement son arme la plus dangereuse, car une des rares qui demande pas une grande finesse technique. Et voilà, le Walker, dès que c'est compliqué, il n'y a plus personne. Hein. Il est capable uniquement de faire des choses très simples, très basiques. En tout cas, pour Walker, c'est un peu la fin de mon point de vue, puisque malgré des changements de camp d'entraînement et d'entraîneur, il n'a toujours pas changé, il est incapable d'améliorer ses gros défauts, ce qui fait que... il devrait finir par prendre sa retraite ou alors descendre dans des organisations qui ont un niveau bien plus bas, parce qu'il va continuer à enchaîner les KO s'il reste à l'UFC dans le top 15. Ensuite pour Shara Magomedov, là on a quand même un combat qui était soporifique, qui n'a aucun intérêt, avec un Trocoli qui s'est dit et si je me transformais en sac de frappe, tiens. Et si je restais là comme ça à prendre des coups sans rien faire, je sais presque à se demander quand même s'il a pas été payé celui-là, parce que franchement... Et honnêtement, il a eu tellement d'opportunités d'emmener Shara au sol, tellement de moments où Shara il était en déséquilibre, il faisait n'importe quoi du point de vue de la défense contre les amener au sol. D'ailleurs, Shara Magomedov, il a vraiment besoin de s'améliorer en anglaise. Son anglaise, elle est vraiment mauvaise. Puisque non seulement techniquement, c'est pas incroyable, mais en plus, il manque clairement d'explosivité. Et c'est largement dû au fait qu'il a un côté très craintif en fait. Hein. Il n'ose pas vraiment rester un minimum de temps devant son adversaire. Il ne se plante jamais vraiment sur ses appuis. Après, est-ce que c'est parce que il compte surtout sur ses kicks et que du coup il veut être mobile, il veut pouvoir sans cesse se déplacer, envoyer un kick, se redéplacer? Peut-être, mais ça va être un vrai problème dès qu'il va arriver dans le top 5 où là ses adversaires tireront profit justement de cette faiblesse en anglaise. Et donc en conclusion, Shara, contrairement à certains, je ne le vois pas du tout comme un prospect, il ne va pas faire d'étincelles. Kelvin, de son côté, c'était quand même laborieux contre Daniel Rodriguez, même si pour une fois on a un Kelvin un peu stratège, un minimum, qui nous sort enfin ses amenés au sol, qui nous fait enfin des changements de niveau intelligents pour briser la dynamique de l'autre, pour briser ses combinaisons. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne l'ait pas fait avant. Il a un bon nombre de combats dans lesquels ça aurait été intelligent de le faire. Par contre, il a bien utilisé ses coups de pied dans ce combat pour déstabiliser Rodriguez, pour le couper dans son élan. Mais il n'y a pas grand chose de plus à dire, parce que là, on a deux combattants qui n'ont pas montré de choses catastrophiques, ni n'ont fait une performance inattendue. Ils vont sûrement stagner à peu près au niveau où ils sont actuellement. Et nous voilà enfin pour le plat de résistance. Quel plaisir ça a été
de voir Volkov l'emporter, puisque Volkov, avec Gane et Aspinall, c'est le top 3 des poids lourds en termes de striking. Et c'est vraiment agréable de voir que le technicien l'a emporté sur le bagarreur de rue. Parce qu'on est quand même dans un sport pro, donc c'est agréable de voir ce résultat. Mais globalement, qu'est-ce qu'on en tire de ce combat? C'est que Volkov, il a dû écouter mon génie, puisque vraiment, il a fait tout ce que j'espérais qu'il fasse. D'ailleurs, je vous renvoie à mon analyse pour le confirmer. Plus sérieusement, c'est un combat qui montre les limites de Pavlovich. C'est d'ailleurs une information qui m'ennuie un peu, puisque jusqu'à maintenant, j'avais un peu l'impression d'être le seul à avoir compris que Pavlovich était pas si dangereux en ayant la bonne approche. Et si tout le monde le comprend, ça va finir par ruiner les côtes, on va avoir des côtes pourries, où il sera donné perdant de très loin. Moi, ça m'arrangeait bien là qu'il soit donné favori contre des types qui allaient forcément l'exploser. Bon, enfin bon, voilà. Si vous voulez, c'est un combat qui m'a pas appris grand chose personnellement, mais j'ai l'impression que beaucoup ont été surpris par le résultat. Enfin, on a Whittaker contre Aliskerov. Là encore, ça confirme à nouveau exactement ce que je pensais avant le combat, et je trouve que mon analyse était très juste. En gros, Aliskerov, vrai problème de défense, debout. Il va vraiment avoir besoin de travailler cela. Sinon, il risque de ne pas faire long feu à l'UFC. S'il n'améliore pas ce côté-là, de plus en plus de combattants tireront profit de ses faiblesses défensives. Puisque vraiment, dans les sports de combat, on a ce côté... les combattants craignent de tenter certaines choses contre un adversaire qu'ils perçoivent comme menaçant. Même s'il y a des failles, même s'il y a des faiblesses qui sont claires, on dirait qu'ils sont retenus par un peu le côté personne ne l'a fait avant moi, pourquoi je le tenterai? Et du moment qu'il y en a un qui leur a montré que c'était possible de le faire de telle manière, d'un coup ils vont un peu tous se mettre à imiter cette méthode, on va dire ça, ce blueprint comme on dirait en anglais, et c'est ce qui fait que pour Aliskerov ça sent très mauvais. Après, pour Whittaker, on n'a rien appris de spécial sur Whittaker. Il a gagné avec les qualités qu'on lui connaît, sa mobilité exceptionnelle, mais aussi son intelligence de combat, qu'il faut lui reconnaître. Enfin, bon, ce qui est malheureux pour Whittaker, c'est que probablement que ça ne lui donnera pas pour autant de combat pour la ceinture. Surtout que l'UFC a l'air décidé à régler, on va dire, toutes les rancœurs, toutes les revanches qu'il y a entre les combattants du top 5 avant de donner une possibilité à Whittaker. Bon, ce qui après s'explique par les 2 combats perdus par Whittaker contre Adesanya et le combat perdu contre Dricus du Plessis. Mais donc voilà, ce sera tout pour cette fois. Bon, c'était quand même long, sûrement plus pour vous que pour moi. C'était mon avis un peu à chaud avec du sommeil. Mon avis pas forcément trop préparé d'ailleurs. J'espère que ça se ressent, mais que ça se ressent pas trop. Et sur ce, je vous dis à plus. Mettez un petit pouce bleu quand même si je vous ai pas trop saoulé. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et à la prochaine.